Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous prie d'abord de m'excuser pour la voix que j'ai aujourd'hui. J'ai été attaqué par les derniers virus de l'hiver, donc c'est des séquelles. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir permis d'intervenir dans ce forum éminemment important, et puis dans un cadre agréable ici à la Médina de Hammamet. Parler de tourisme médical est un sujet qui se trouve sur deux grands chapitres. On parle de tourisme, on parle de santé, on parle de médecine. Ce sont, s'il vous plaît, la diapo. Suivante. Suivante, oui. Donc, j'introduirai la question par la définition de la santé. Si je devais poser la question à tous les présents ici, ce que c'est qu'être en bonne santé, on aurait plusieurs réponses. Au début du siècle, la santé était définie comme l'absence de maladie. Et puis avec l'évolution du niveau socio-économique de la population, avec l'évolution de la médecine, etc., on s'est rendu compte que la santé, telle qu'elle a été définie par l'OMS, ce n'est pas justement l'absence de maladie uniquement, mais c'est un état de bien-être physique, psychique et social. Donc elle a une définition beaucoup plus large. Le bien-être, l'harmonie avec soi-même et avec son environnement constituent aujourd'hui des éléments importants dans la société contemporaine. Et on se rend compte que ces éléments vont avoir encore plus d'importance au fur et à mesure que les sociétés vont évoluer, puisque ce sont des tendances majeures pour les prochaines décennies. Nous assistons aujourd'hui à une demande de plus en plus croissante pour ce genre de demande, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le cadre d'une remise en forme, d'une détente, de la recherche de l'intériorisation au niveau du bien-être et tout ça. Et ce qui fait que le tourisme de santé va augmenter pour les prochaines années. Suivante. Je voudrais d'abord clarifier certains concepts. On parle de tourisme de santé, de tourisme médical, de tourisme de bien-être, de voyage médical. Il y a quand même quelques nuances. Je dirais que le tourisme de santé est essentiellement une combinaison entre le dépaysement, le voyage, la remise en forme, la relaxation dans un autre pays, essentiellement à la recherche donc d'une découverte et combinant à la fois les objectifs qu'on vient de citer. Le tourisme médical, qu'on appelle encore le voyage médical, a comme objectif premier le curatif, avec plus ou moins aussi la découverte du pays et la détente. Alors on recherche à travers ce tourisme médical plusieurs types de services, comme des services qui commencent à se développer dans certains pays, qui sont ceux liés aux addictions multiples, aux drogues, à l'alcool et toutes autres sortes d'addictions, les réhabilitations aussi, cardiovasculaires et autres, et les traitements de pathologies plus ou moins lourdes. On peut passer des pathologies médicales ou chirurgicales considérées comme banales dans certains pays aux pathologies les plus lourdes. Si on fait un peu on revient sur l'histoire du tourisme de santé, on constate qu'il est indissociable de l'évolution des civilisations, puisqu'il remonte à très très loin, avec les Égyptiens d'abord, qui ont compris très tôt qu'il y avait une relation de cause à effet entre les cures marines et puis le soulagement des douleurs et les autres problèmes de santé.
Ensuite, il y a eu les Grecs et les Romains qui ont développé le recours aux eaux de source chaude essentiellement, et l'eau de mer comme remède miracle contre pas mal de pathologies. Donc ce type de tourisme à la recherche de bien-être est l'une des formes les plus anciennes de tourisme de santé. Et comme on est en Tunisie, je vais développer un petit peu l'exemple que nous avons ici, que j'invite nos illustres hôtes et invités donc, à visiter, s'ils ont un peu de temps, qui se trouve à Tunis, à Carthage plus précisément. Ce sont les termes d'Antonin. Alors les termes d'Antonin se trouvent juste au bord de la Méditerranée, à Carthage, dans cette ville historique. Ce sont des vestiges qui sont encore là et qui témoignent de ce qu'ont fait les Romains en Tunisie pour créer, suivant s'il vous plaît, le plus vaste ensemble thermal romain construit sur le sol africain. C'est un ensemble qui a été construit entre 145 et 162, donc 18 siècles auparavant. L'emprise du complexe s'étend sur 35 000 m² avec un espace central. Alors vous me direz comment était acheminée l'eau qui servait pour le traitement des curistes. L'eau arrivait de Zagouan, de la ville de Zagouan, à 50 km de Tunis, par les aqueducs, les fameux aqueducs. Ils arrivaient jusqu'à la ville de Malaga, qui se trouve à 2 ou 3 km du complexe, où ils avaient construit d'immenses citernes. Et les citernes alimentaient donc le complexe thermal. Et donc on se rend compte que 18 siècles auparavant, les Romains étaient pleins d'ingéniosité, ils amenaient l'eau de très loin pour alimenter ce complexe thermal. Voilà, ça c'est une parenthèse que je ne pouvais pas rater à l'occasion de ce forum pour dire qu'en Tunisie, à Carthage précisément, il y a les vestiges de ce tourisme de santé qui remonte déjà à très très loin. Suivante. Alors cette quête de bien-être et des possibilités réelles de soigner des maladies a incité les populations donc, à émigrer vers l'Empire romain pour bénéficier de tels soins. Et puis il y a eu le Moyen-Âge et ensuite au XVIIIe siècle on a redécouvert les propriétés de l'eau, faisant ainsi renaître le tourisme de santé, avec en plus la construction de cités autour des sources thermales et des complexes marins. En 1899, il y a eu la création du premier institut marin dans le Finistère, à Roscoff, précisément en France, par un médecin qui s'appelle Louis Bagot, et donc qui avait travaillé beaucoup sur les propriétés de l'eau de mer, avec sa composition qui ressemble beaucoup à la composition du plasma sanguin, avec le phytoplancton qui avait énormément de vertus, donc curatives sur certaines pathologies chroniques, notamment pour les rhumatisants. Suivant. Ça c'est pas Roscoff, mais c'est Java. Suivant. Puis au XXe siècle, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, la construction, l'emploi, etc., avait permis aux sociétés de se développer, d'améliorer ses conditions sociales et économiques, et de démocratiser le tourisme et les loisirs. Les gens commençaient à prendre des vacances pour se divertir, pour se relaxer, dans un monde qui est une petite, maintenant, cité où il n'y a plus de frontières, avec l'amélioration des conditions de déplacement, les voyages, etc. Donc c'est une demande qui est exponentielle. Elle est générée par l'amélioration des conditions, comme je vous l'ai dit, des populations dans le monde, surtout dans les pays occidentaux, mais maintenant aussi dans les pays à revenus intermédiaires. Des conditions de la vie moderne dont j'ai parlé tout à l'heure, avec le stress socio-professionnel, le surmenage, la fatigue. Les gens ne font plus d'exercice, ils sont sédentaires. L'alimentation laisse à désirer, c'est plus comme avant, très raffinée, grasse et très sucrée. Et donc tout ça, suivant, fait qu'il y a une reconnaissance de plus en plus évidente des bienfaits des soins naturels et la mise en valeur de la protection du corps et du mental
avec la promotion d'une meilleure hygiène de vie. Donc les prestations aujourd'hui, chose qui était peut-être 20 ans auparavant le privilège de certaines classes sociales, se démocratise. Donc elle se démocratise, elle est à la portée de la classe sociale moyenne, d'où l'essor du tourisme de santé avec ses différentes composantes, la thalassothérapie qui utilise l'eau de mer, le thermalisme avec les eaux de source, les spas, qui sont essentiellement dans des centres utilisant soit l'ordinaire, soit l'eau de source, avec dans des conditions qui sont utilisant la chromathérapie, les huiles essentielles, etc. Donc inviter les gens à se relaxer, à se décontracter. Ce qui est important à noter, c'est que le thermalisme, qui est quand même beaucoup plus ancien, a été obligé de se ressourcer lui aussi, de diversifier son offre par le développement du thermonudisme. C'est bon? Quand on voit les statistiques de l'International Spa Association pour l'année 2012, les centres recensés par cette association sont pratiquement de 20 000 centres de spa. Le chiffre généré, c'est de 14 milliards de dollars, avec 160 millions de gens qui ont été dans ces centres de spa. Et c'est un secteur qui emploie 339 000 personnes en emploi direct. Suivant. Suivant. C'est pour vous inviter à prendre quelques jours de vacances. La suivante. Alors, je citerai l'exemple de la France. La France est un pays où aussi bien la thalassothérapie que le thermalisme sont très développés. C'est un pays de référence à l'échelle européenne et même mondiale. Pour le thermalisme, il y a une centaine de stations en activité avec un patrimoine riche de 1200 sources. 1200 sources thermominérales qui représentent à peu près 20% du capital thermal européen. 500 000 curistes et 10 millions de journées de cure et 10 000 emplois directs. Quant à la thalassothérapie, le syndicat national des centres de thalassothérapie en France a recensé 53 instituts en activité avec 420 000 curistes en 2013, une fréquentation multipliée par 10 en 10 ans et un chiffre d'affaires généré de 125 millions d'euros hors hébergement et restauration. C'est-à-dire que ce sont des secteurs qui ont une importance non négligeable dans l'économie du pays en dehors de leur apport pour la santé des citoyens. Suivant. C'est une maison d'hôtes à 12 heures. Alors pour le tourisme médical, maintenant qu'on appelle aussi voyage médical, c'est un phénomène qui est plus récent à l'échelle internationale. Les nouvelles tendances mondiales en pleine croissance. Les raisons de cette croissance sont multiples. D'abord, on assiste à des listes d'attente, puisque les systèmes de santé ne sont plus capables aujourd'hui de faire face à la demande de plus en plus importante des populations. Donc, des listes d'attente pour la prise en charge, qui sont des fois très longs et inacceptables dans plusieurs pays du Nord. Des coûts de plus en plus exorbitants, puisque les technologies de diagnostic et de soins sont plus évoluées. Et ces coûts de prise en charge incitent aussi bien les assurances que les patients à voir ailleurs pour la même qualité de prise en charge. Le vieillissement de la population dans tous les pays, essentiellement dans les pays du Nord, fait que les pathologies chroniques et dégénératives sont plus importantes. Et donc, ça nécessite une adaptation du système de soins à l'insatisfaction aussi des citoyens de plusieurs pays, essentiellement du Sud, de leur système de soins. Donc on assiste à une véritable émergence de flux nord-sud, chose qui est paradoxale, puisque depuis toujours, les gens se déplaçaient du sud vers le nord pour se soigner. On assiste à un mouvement inverse, et même maintenant la collaboration sud-sud pour essayer donc de résoudre ces problèmes-là. C'est bon? Alors aujourd'hui, on constate évidemment que les patients sont disposés à se déplacer dans d'autres pays pour rechercher des soins, mais sous certaines conditions. D'abord à des coûts réduits, c'est important aussi, dans des délais rapides,
pour éviter ces listes d'attente ou les minimiser au maximum. Selon des standards de qualité, ça c'est un point essentiel qui va garantir donc, la qualité de la prise en charge, la sécurité des soins. Et nous verrons des exemples de pays asiatiques et d'autres pays qui ont aujourd'hui une accréditation internationale qui leur permet de recevoir des patients d'un peu partout dans le monde. Et puis, dans la mesure du possible, un service qui est personnalisé. C'est bon ? C'est ainsi que plusieurs destinations se sont développées dans le monde. En Asie, on relève essentiellement la Thaïlande, Singapour, l'Inde. En Amérique du Sud, c'est le Brésil, Cuba. Dans notre continent, c'est l'Afrique du Sud. Mais aussi, d'autres destinations se confirment, comme la Hongrie, la Roumanie, dans l'Europe de l'Est. Et dans notre bassin méditerranéen, c'est surtout la Jordanie, la Turquie aujourd'hui, qui commencent à prendre une place importante dans ce secteur. Quand on fait une revue de la littérature et voir ce que donnent les congrès qui ont eu lieu ces dernières années dans ce tourisme médical, on constate que les patients ne sont pas par milliers, mais par dizaines de milliers qui se déplacent dans toutes les destinations que je viens de citer. L'exemple le plus éloquent, c'est celui de la Thaïlande, qui a développé à peu près 400 hôpitaux privés avec une capacité d'accueil de 40 000 lits versus 90 000 pour le secteur public. Plusieurs milliers de patients du monde viennent se soigner en Thaïlande, qui a des hôpitaux privés à Bangkok qui sont dignes de palaces de 5 étoiles, avec une conciergerie, avec des services de traduction multilingues, avec des espaces privatifs, mais qui sont aussi accrédités par notamment la GCA. Les clients, donc patients, sont des Britanniques, des Néerlandais, des Américains aussi, mais aussi de plus en plus des ressortissants du Moyen-Orient. Suivant. La nouvelle politique qui se dessine aussi dans ces pays, c'est de construire des complexes intégrés et de faire des centres de soins dans les lieux de villégiature pour essayer d'offrir des services complémentaires. Le développement des médecines traditionnelles est un plus dans ces pays, puisqu'il y a le développement dans beaucoup de ces centres de l'acupuncture, de l'hydrothérapie, de la phytothérapie, soins par les plantes, la médecine ayurvédique, qui est une médecine indienne vieille de 5000 ans, qui considère l'être humain comme un ensemble d'états physiques, mentaux, nutritionnels, etc., donc qui prennent en charge tous ces aspects en même temps. Les autres exemples sont l'Inde, qui a été choisie comme destination médicale par 150 000 étrangers en 2005, et le double en 5 ans, en 2010, et les prévisions de recettes qu'ils avaient prévues pour 2012, c'était 1 milliard d'euros de recettes de tourisme médical. Comme la Thaïlande, et c'est les pays voisins, mais surtout les pays du Moyen-Orient, les Britanniques, les Américains. Il y a beaucoup de publications dans ce sens, notamment Economic Times New Delhi en 2005, qui a publié un article à ce sujet. Suivant. Singapour aussi est un pays qui a développé maintenant son créneau de tourisme médical avec 570 000 patients en 2009, pour un chiffre d'affaires de 780 millions de dollars. J'ai cité tout à l'heure l'Europe de l'Est avec la Roumanie et surtout la Hongrie qui se précise comme une destination de tourisme dentaire. Ils offrent d'excellents services à des prix qui sont de 60 à 70% moins chers qu'en Europe. Excellents services qui comprennent les soins dentaires classiques, la prothèse classique, mais aussi l'implantologie dentaire dans d'excellentes conditions. Suivant. J'ai cité la Jordanie aussi pour dire que la Jordanie a fait du tourisme médical une politique d'État. C'est l'engagement de l'État qui vient soutenir ce créneau très important. Et on voit qu'en Jordanie, il y a des cellules d'accueil de patients étrangers dans les aéroports, qu'il y a dans les ambassades des pays pourvoyeurs de malades des attachés, comme on voit l'attaché commercial, quelqu'un qui est dédié à la santé pour essayer de commercialiser le service de santé en Jordanie, etc. Donc, grosso modo, on peut dire que c'est un phénomène mondial qui se dessine et qui se confirme de plus en plus, qui est facilité par les transports aujourd'hui qui sont à la portée de tous, avec le développement de l'Internet, avec
et donc le web marketing, avec la facilité de mouvement des services de santé, soit environ 133 millions de dinars. Aujourd'hui, c'est-à-dire en 2013, les estimations sont de 500 millions de dinars, avec un nombre de patients qui était passé de 43 000 étrangers en Tunisie en 2003, 71 500 en 2006, et les estimations en 2013 sont de 160 000 patients. Mais je crois que le chiffre d'affaires développé par ce créneau est largement sous-estimé, et l'étude qui est en cours va nous donner des chiffres beaucoup plus précis. Suivant. Alors, il y a eu beaucoup de forums et de congrès internationaux qui ont été consacrés ces dernières années à ce sujet. Le premier forum de la Chambre de commerce germano-arabe, qui a été organisé à Berlin en 2006, a traité de ce sujet, la Tunisie, et a présenté une communication. Le congrès international aussi, qui s'est déroulé à Chypre en 2007, la Jordanie a présenté sa politique, aussi en matière de tourisme médical. Ensuite, il y a eu une conférence qui s'est intitulée le International Healthcare Business, qui s'est tenue à Berlin en décembre 2007. Et cette conférence a été organisée par le Financial Times Deutschland, et l'éditorialiste, qui est le docteur Nicolas Forster, a dit en ces termes suivants, s'il vous plaît. Les patients exigent d'excellents soins et sont plus disposés à subir un traitement en dehors de leur pays, surtout que les offres sont de plus en plus combinées avec les offres de tourisme. Suivant. Oui. Alors, c'est une évidence. Aujourd'hui, le tourisme de santé et le tourisme médical connaissent une demande croissante. Et la croissance mondiale est à 2 chiffres. On l'a constaté au cours de la dernière décennie. Bien sûr, les conditions que je citais tout à l'heure, c'est la qualité de soins, la maîtrise des coûts, les délais de prise en charge. Oui. Suivant. Je ne pouvais pas aussi ne pas inciter nos invités à visiter Sidi Bou Saïd, qui est une excellente illustration de l'architecture arabo-mauresque qui donne directement sur la Méditerranée, et donc on voit aussi l'exemple dans certaines régions d'Espagne, puisque les Berbères et les Arabes ont été pendant de nombreux siècles là-bas. Suivant. Ce sont les vestiges romains, c'est l'amphithéâtre d'El Jem. Suivant. Alors, profitez aussi de l'excellente côte qu'on a sur 1200 km pour les centres de thalassothérapie, les centres de spa avec une eau qui est chauffée à 34 degrés. Suivant. Et en conclusion, on peut dire que le tourisme de santé, de bien-être, de détente et de loisirs va connaître une croissance très importante au cours des prochaines années, liée directement aux conditions de vie, au stress dont on a parlé tout à l'heure. Le vieillissement de la population dans le monde, mais aussi la pénurie de médecins dans certaines régions, de soignants, le coût très élevé de la prise en charge, surtout les pathologies chroniques qui deviennent beaucoup plus étendues, beaucoup plus fréquentes, vont faire que les systèmes de santé des pays occidentaux connaîtront dans les prochaines années des problématiques. Donc les gouvernements et les assureurs, mais aussi les patients, puisqu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, par exemple, les compagnies d'assurance, quand elles prennent en charge des citoyens, ne prennent en charge qu'une partie, 50-60% de la pathologie, qu'elle soit chirurgicale ou médicale, et le reste est payé par out of pocket, payé par le citoyen lui-même. Et donc c'est une question qui trouve son intérêt dans les deux parties, aussi bien l'assureur que le patient. Donc les gouvernements et les assureurs vont devoir regarder en dehors de leurs frontières pour soigner leurs patients, souvent. Et les citoyens des pays en développement aussi. Maintenant, avec l'Internet et l'éducation des peuples de ces régions, ils aspirent à être soignés aussi en dehors de leurs frontières quand ces soins ne sont pas disponibles chez eux. Donc il faudra que nous sachions anticiper la demande, nous adapter aussi
à cette demande en offrant une palette de plus en plus large de soins et de conditions de prise en charge et des services de qualité. Oui? Je pense que c'est la dernière. S'il vous plaît. Voilà, je pense que c'est la dernière. La suivante. La suivante, s'il vous plaît. Je pense que c'est la dernière. Merci de votre attention.